Madame, Messieurs, bonjour, très content de vous recevoir. Bonjour à tous les téléspectateurs de Med TV, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, M. Atman Mazzouz. Bonsoir M. Mazzouz. Bonsoir, merci pour l'invitation, merci à Med TV de nous offrir cet espace-là, justement pour nous adresser à vos téléspectateurs que je salue d'ici. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble des enjeux cruciaux qui touchent l'Algérie, notamment la répression des libertés fondamentales, la nécessité d'un dialogue national et les défis auxquels notre pays fait face aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président du RCD, M. Atman Mazzouz, partagera avec nous sa vision pour l'avenir de l'Algérie et les actions du RCD et ce que peut proposer le RCD pour mobiliser les citoyens et promouvoir un changement positif pour l'avenir. Restez donc avec nous pour cet échange enrichissant sur la situation actuelle en Algérie et les perspectives d'avenir. Alors, Monsieur Mazzouz, très content de vous recevoir au micro de Med TV. Vous sortez d'un grand meeting avec la diaspora dont on parle aujourd'hui beaucoup au niveau, surtout sur toutes les chaînes, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Je suis bien placé pour le savoir en tant que journaliste. Je sais que ça a fait un grand bruit, que les gens sont satisfaits. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont envie d'adhérer un petit peu à ce que vous avez dit le samedi 21, à la Bourse du Travail. C'était un meeting où pas mal d'associations, pas mal de collectifs se sont réunis, beaucoup de personnes lambda qui sont venues assister justement à ce que vous avez dit, ce que vous avez proposé. Alors, est-ce que ça a été difficile ? Difficile, oui, mais nous n'avons jamais douté de la mobilisation, notamment de notre diaspora, pour la réussite de cet événement-là. Et puis, au sein du parti, depuis le dernier congrès, nous nous sommes mis effectivement à nous organiser, mais aussi à installer, à instituer des instances dédiées. On avait d'ailleurs une instance dédiée à l'immigration, une autre dédiée à la jeunesse, une autre aux femmes progressistes. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a amené effectivement à organiser ce grand meeting auquel ont participé beaucoup de citoyens, beaucoup d'Algériens établis à l'étranger, établis ici en France. Et nous remercions tous ceux qui ont contribué justement à cette réussite-là, notamment toutes les organisations qui étaient invitées et qui ont d'ailleurs intervenu et apporté leur soutien justement à ce que nous faisons. Et nous n'allons pas compter justement rester là, nous allons organiser d'autres regroupements à Canada, probablement 2 au Canada, mais aussi aux États-Unis. Et nous allons effectivement ouvrir le débat avec toute notre diaspora, parce que notre diaspora est très importante et elle est d'un apport indéniable justement pour le combat démocratique dans notre pays. Alors, justement, M. Mazzouz, c'est assez nouveau, en tout cas chez nous, en Algérie, c'est assez nouveau aujourd'hui qu'on s'intéresse de très près à la diaspora et à ce potentiel, puisque c'est réellement un potentiel politique avec des propositions qui doivent que tous les partis devraient en tenir compte. Donc c'est quand même, je dirais pas une première, mais pas loin. Vous savez, au sein du parti, dans notre programme déjà, il était dit que notre diaspora doit avoir une place importante dans notre programme. Et c'est d'ailleurs grâce au RCD que notre diaspora maintenant est représentée au sein du Parlement. C'est d'abord le RCD qui a milité, qui a lutté pour arracher ce droit-là, à ce que notre diaspora soit représentée. Et c'est pas rien, parce que tout simplement notre diaspora a tout le temps a tout le temps été écartée des décisions, mais aussi de donner son avis sur l'avenir du pays. Et écarter une diaspora qui a été d'un grand apport, notamment durant la Révolution, mais aussi durant le Hirak. Et je crois que ceci est un drame qu'il ne faudrait pas tolérer et qu'il faudrait réparer pour que cette diaspora ait sa place entière
avec dans les décisions qui se prennent notamment en Algérie et en sa faveur. Alors moi je suis un peu curieux de savoir parce que il y a des bruits en coulisses qui disent est-ce que réellement par exemple le parti du RCD va tenir compte justement de cette demande de diaspora, de cette demande qui émane de l'extérieur, et est-ce qu'il ne va pas être imposé comme beaucoup l'ont fait, beaucoup d'autres partis politiques ont dans un premier temps dragué justement ce potentiel pour au final imposer leur propre vision des choses. Est-ce que là réellement le RCD va tenir compte, va travailler justement avec ces propositions qui émanent nous allons tenir compte des propositions qui émanent justement de la diaspora et des discussions que nous avons eues. Je voudrais vous dire que ce n'est pas seulement ce meeting-là, nous avons eu des échanges et des entretiens avec pas mal d'organisations. Après et avant le meeting, et nous allons continuer sur cette voie-là. Mais aussi, il ne faudrait pas que l'on ignore que le RCD a tout le temps mis en avant les revendications de notre diaspora. Je me souviens, nous étions députés à l'Assemblée nationale. À aucun moment nous avons lâché justement notre diaspora. À aucun moment nous sommes résignés à ne pas défendre justement les revendications, mais aussi cette volonté de notre diaspora de construire et d'aider à la construction du pays. Je disais tout à l'heure qu'une diaspora qui avait était là lors de la révolution algérienne et dans des moments difficiles peut aujourd'hui, après l'indépendance, avoir une place qui va l'aider justement à donner plus de visibilité à sa vision, plus de visibilité au choix qu'elle compte faire, mais aussi parce qu'il faudrait voir aussi nos voisins, ce que font nos voisins. Nos voisins associent la diaspora dans toutes les décisions qui se prennent. Nos voisins font beaucoup par rapport à l'amélioration des conditions de vie de leur diaspora. Aujourd'hui, notre diaspora, je considère qu'elle est délaissée. Qu'elle n'a pas une position de choix dans d'autres pays du monde. Alors quand vous dites nos voisins, c'est... En fait, je dis voisins, les Tunisiens, les Marocains, mais aussi ceux de l'Afrique entière. Hein. Là, je vois, par exemple, beaucoup de... C'est vrai que la diaspora algérienne avait, dans un premier temps, une place prépondérante et une meilleure... elle était mieux considérée que les autres diasporas, mais aujourd'hui, je crois que c'est les acquis sont en train d'être reniés. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons tout en tant que parti pour que d'abord les accords qui sont favorables aux Algériens ne doivent pas être remis en cause et nous allons justement lutter. C'est pour ça d'ailleurs que je disais lors du meeting qu'il fallait compter sur une diplomatie partisane. Il ne faut pas seulement compter sur la diplomatie, en fait, des représentations diplomatiques. Et il faudrait compter sur l'apport de la diplomatie partisane, de la diplomatie associative. Et c'est ainsi que nous pouvons justement créer des rapports de force pour changer le quotidien de nos immigrés, partout où ils sont. C'est vrai que alors, ça va être un travail complémentaire, si je vous comprends bien, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. Et est-ce que ce travail que peut apporter la diaspora, cette complémentarité que peut apporter la diaspora pour l'intérieur, est-ce que bon, les positionnements ne sont pas les mêmes, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un point de vue répression au niveau des droits, etc., au niveau des gens de l'intérieur, est-ce que ça ne peut pas apporter un préjudice ? Je ne crois pas que ça pourrait apporter un préjudice, mais c'est vrai que ces changements-là, il faudrait lutter pour y parvenir à ces changements-là. Malgré la répression, malgré les intimidations, tout le monde doit aujourd'hui comprendre qu'il faudrait oser. Un politique, il doit oser, il doit dire les choses telles qu'elles sont.
il ne faut pas se contenter de ce que dit le pouvoir et ses institutions, que je considère d'ailleurs pour la plupart il y a un manque de légitimité de ces institutions-là, et qu'il faudrait aller sérieusement vers des représentations légitimes qui puissent justement prendre en compte toutes ces revendications, mais aussi les attentes de notre diaspora. Et je disais tout à l'heure que la diaspora a tout le temps été là. Elle était là notamment durant la crise Covid. Et nous avons tous vu comment elle s'est mobilisée pour apporter son aide. Et aujourd'hui aussi, elle peut le faire, et elle peut le faire justement en aidant à l'organisation, à son organisation, et en aidant aussi à la construction du pays. Aujourd'hui, la diaspora compte parmi celles qui a une force économique. On peut associer aussi les universitaires qui sont ici, on peut associer les commerçants qui sont là, on peut associer nos étudiants pour justement aboutir et faire en sorte à ce que l'on parvienne à un changement le plus tôt possible. Parce qu'aujourd'hui, tout est fermé. Tout est fermé, et ce que subit actuellement notre diaspora est inadmissible, notamment en termes d'atteinte aux libertés. Aujourd'hui, un immigré, s'il veut rentrer au pays, il a toujours le souci d'être arrêté, et une fois probablement rentré, il ne pourra pas sortir. Tout ceci doit être enlevé. Il est inadmissible. Moi-même, lorsque je sors comme ça, je me pose à chaque fois la question. Je vois, par exemple, dans les aéroports, les parents des migrés qui ont toujours ce souci-là. Est-ce que son fils il va rentrer, ou sa fille va rentrer, qu'elle aura la possibilité de revenir là où elle travaille, là où elle étudie. Et ça, c'est... Alors, vous avez exprimé, vous avez dénoncé, enfin, en tout cas, vous l'avez évoqué lors du meeting également, ce climat de répression que subissent la diaspora, ou même les gens comme vous qui viennent de l'intérieur ou qui circulent. Alors, vous, quelles mesures concrètes... Vous, le RCD, quelles mesures concrètes peut-il proposer justement pour lutter contre cette répression et ces droits humains? D'abord, il faudrait aller vers un véritable état de droit. Il faudrait que la justice algérienne ne soit plus instrumentalisée. C'est vrai que dans la Constitution, les libertés sont consacrées. L'alternance au pouvoir est consacrée. Les libertés sont consacrées. Mais réellement, dans les faits, tout est violé au quotidien. C'est pour ceci que je dis à chaque fois, que nous disons à chaque fois qu'il faudrait aller vers en fait des organisations qui puissent fédérer leurs énergies afin de faire pression, afin de créer un rapport de force pour que l'on respecte ces droits fondamentaux. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas affaire à des organisations, mais à des partis politiques qui ont cette liberté-là. C'est beaucoup plus des appareils, mais aussi des appareils soumis. Et aujourd'hui, l'essentiel des discussions que je mène, notamment avec certains partis politiques, en nous disant, c'est à nous de libérer la parole, c'est à nous de dire que rien ne va, c'est à nous de dire qu'il faut aller vers un changement. Si nous n'osons pas en tant que parti politique, que va faire un simple citoyen mesquin? Que voulez-vous qu'il fasse? Mais comment on arrive? Comment on peut arriver, justement? Je crois qu'au sein de la société, il y a tout de même une forme d'organisation, même si ça échappe aux partis politiques, il y a des formes d'organisation qui sont là justement à faire face. Vous savez, le dernier scrutin présidentiel, ils avaient tout fermé. Ils avaient tout fermé, mais ça n'a pas empêché les Algériens d'envoyer un message. Et le message de la dernière élection, de la dernière supercherie électorale qui a été organisée, est clair. 90% des Algériens ont tourné le dos à cette mascarade électorale-là. Et ceci est une forme de lutte. C'est une lutte pacifique, mais le message était clair. Et ceci dit que les Algériens ne veulent pas, de la manière dont sont gérées actuellement les affaires du pays. Les Algériens sont presque unanimes à dire qu'il faut hâter le changement dans notre pays.
Et ceci est une forme d'organisation. Moi, je ne crois pas trop à certaines organisations qui veulent en fait qui veulent se dire qu'on est les porte-voix de ce peuple-là. Or que dans les faits, ils sont là à se soumettre, ils sont là à ne rien dire, ils sont là à se taire, notamment sur les violations des droits de l'homme, sur les atteintes aux libertés. Et ceci, pour moi, c'est pour ça d'ailleurs que l'essentiel de la classe politique algérienne est discrédité aujourd'hui. Il faut le dire, il faut l'assumer, on le dit sans crainte, sans haine, mais aussi on le dit pour que cette classe politique-là se ressaisisse et prenne en compte justement les messages qui sont envoyés. Parce que ces messages-là, ils ne sont pas seulement envoyés pour le pouvoir algérien, en direction du pouvoir, ils sont aussi envoyés en direction de ces partis politiques-là, qui laissent faire, qui se taisent et qui ne cherchent que des strapontins pour eux. D'accord. Mais le RCD, que propose le RCD pour ce genre de problématique? Est-ce qu'il suffit simplement d'envoyer des messages, que les associations, que les collectifs, que les gens concernés envoient des messages? Est-ce que ça suffit? Vous savez, ou est-ce que, comme certains, je crois au niveau de la diaspora par exemple, portent certains faits sur les institutions comme le Haut Commissariat des droits de l'homme par exemple de Genève ou d'autres? Est-ce qu'il ne faudrait pas que quelque chose au niveau de chaque parti ne reste pas simplement théorique et verbal? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une feuille de route, un programme à respecter? Vous savez, la meilleure manière de changer les choses, c'est d'abord d'avoir sa place dans les institutions. Mais dans des institutions où les élections seront libres et transparentes. Et nous y travaillons depuis longtemps pour que l'on parvienne justement à l'organisation d'élections libres et transparentes. Et c'est ainsi, c'est à travers les institutions, c'est à travers votre place dans ces institutions que vous pouvez changer les choses. Il ne faut pas qu'on se voile aussi la face. C'est vrai qu'à travers ce que font ces organisations-là, et à travers ce que font aussi certains partis politiques, ça peut aider à ce changement-là. Mais moi, je me dis, en tant que parti, nous avons un programme politique. Nous avons un programme, nous avons des priorités, et nous travaillons au quotidien, malgré les interdits, malgré la répression. Nous sillonnons le pays du mieux que nous pouvons. Nous faisons en sorte à ce qu'on réunisse et qu'on discute avec la population. Et à chaque fois que nous discutons, justement, nous proposons des solutions, et eux-mêmes aussi. Nous sommes l'un des rares partis politiques qui donnent la parole aux citoyens, contrairement aux autres partis politiques. C'est des débats ouverts, un débat libre, tu peux poser des questions, tu peux proposer des solutions, et c'est ainsi que nous pouvons avancer. C'est d'ailleurs pour ça que le pouvoir actuellement est fragilisé. Il ne peut pas nous contrarier sur le terrain. Aujourd'hui, si nous avons plus de liberté, plus en fait d'accès aux médias, on aurait pu en fait vulgariser notre programme, vulgariser nos propositions. Mais aujourd'hui, ces chaînes-là de télé ne nous invitent pas. Et d'ailleurs, je profite et je remercie Met TV qui nous invite aujourd'hui afin que nous puissions donner notre avis, nous puissions faire nos propositions pour aller dans ce sens du changement. Mais je crois que le pouvoir aujourd'hui s'est rendu compte qu'il est sérieusement fragilisé, qu'il est acculé, mais aussi qu'il n'a plus de base sociale sur laquelle il peut compter. 10%, vous savez, c'est très peu comme expression. Ouais. Donc d'abord exister au niveau des institutions, et ensuite provoquer et construire des Parce qu'il ne faut pas tout le temps attendre à ce que l'on existe d'abord dans les institutions. Ce que nous faisons et ce que vous faisiez vous en tant que média est déjà quelque chose de formidable, qui aide justement à l'aboutissement de notre combat. Mais aussi, il faudrait que ceci aussi soit multiplié. Mais s'il y a sérieusement des élections libres et transparentes, c'est bien justement d'arracher tous les espaces que nous pouvons arracher, il faut les arracher. Toutes les tribunes qui peuvent nous permettre en fait de donner de la voix à nos propositions, à nos revendications, il faudrait les exploiter.
Et il ne faut pas rester fermé, il faudrait à chaque fois essayer d'ouvrir des brèches justement pour essayer de hâter ce changement-là, parce que les Algériens en ont sérieusement besoin. Et comme vous le suivez tout récemment, Tebboune a essayé encore d'appeler un dialogue. Il a essayé il a libéré des détenus, certains détenus d'opinion, et c'est quelque chose de bien. Il faudrait positiver aussi parce que ça ne vient pas seulement comme ça. Vous savez, Monsieur Mazouz, justement par rapport à cette grâce présidentielle que Abdelmadjid Tebboune a décrétée, c'est une mesure d'apaisement, comme il a été cité, sur, je crois, 2471 détenus. Beaucoup ont repris ça en disant que c'est une faiblesse du pouvoir, hein, une peur d'avoir une politique qui ressemble à celle de la politique extérieure. Hein. On parlait notamment de la Syrie, par exemple. Hein. Beaucoup l'ont repris sur les plateaux, sur les réseaux sociaux et en coulisses. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt politique intérieure et une mesure d'apaisement donc vraiment, c'est vraiment une mesure d'apaisement, ou est-ce que c'est une fragilité qui vient encore s'ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure, un pouvoir qui est fragilisé avec 10% de... D'abord, c'est pour ce qui est de l'exigence de la libération des détenus politiques, ça a été une demande sans cesse répétée par notamment le RCD. Y compris cette demande-là de dialogue national, au moment où l'essentiel des partis politiques n'en parlait pas, où l'essentiel des partis politiques ignorait justement l'exigence de libération des détenus politiques. Aujourd'hui, on est conscient que le pouvoir veut probablement aller vers des mesures de détente, ce que nous avons demandé. Mais aussi, il ne faudrait pas que l'on ignore que le pouvoir est sérieusement acculé. Il est acculé, il est fragilisé, ça, je suis conscient de cela. Je disais tout à l'heure que 10% des Algériens qui s'expriment, ils ne se sont pas exprimés pour ce pouvoir-là, pour dire qu'on est d'accord avec votre politique. C'est pas vrai. D'abord, plus d'1 million de voix qui se nullent, et puis je ne crois pas du tout aux chiffres qui nous sont communiqués, parce que le pouvoir algérien et ses institutions, en fait, tout ce qui rentre dans l'organisation des élections, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il faudrait sérieusement qu'il y ait surveillance de chaque acte de vote dans notre pays. C'est aussi le cas pour ce qui est des chiffres qui nous communiquent sur l'économie algérienne, sur les chiffres du chômage, de l'inflation. Je l'ai dit d'ailleurs une fois au directeur de l'Office national des statistiques, l'ONS. Je l'avais interpellé en pleine commission des affaires économiques pour lui dire que est-ce que ces chiffres que vous nous communiquez sont vrais? Ben, il m'avait pris en aparté pour me dire que ces chiffres ne sont balancés que pour maquiller la situation du pays, pour donner un peu plus, en fait, une base pour l'élaboration de la loi de finances, pour vous dire que eux-mêmes n'y croient pas aux chiffres qui sont avancés. Et comment alors Karouar a des élections crédibles, ou Karouar a une économie, a des chiffres qu'on nous balance comme ça sur les exportations, sur l'inflation, sur le chômage, alors que tout le monde sait maintenant qu'en Algérie, que le chômage est exponentiel, l'inflation est galopante, et que les jeunes ne trouvent plus d'emploi, ils sont en train d'aller par milliers à Harga, quoi. C'est pour vous dire que la situation est assez délicate, et ce que vient de décider, ce que vient d'annoncer comme mesure, certainement doit participer justement à l'apaisement, et nous souhaitons qu'il y ait d'autres mesures. Est-ce que c'est de bon augure? Oui, moi je dis que c'est de bon augure. Il ne faut jamais en fait noircir le tableau lorsqu'il s'agit de mesures comme celle-ci. J'ai vu pas mal de familles qui ont souffert
de l'incarcération de leurs enfants. J'en ai vu des journalistes, j'en ai discuté avec pas mal de journalistes qui étaient emprisonnés, qui sont sortis. Et le dernier, c'était Qadi Hassan, que j'avais rencontré, avec lequel j'ai discuté. Il faut dire que ça pèse sérieusement sur ces familles-là, et c'est pour ça que la priorité doit être donnée à la libération des détenus d'opinion. Maintenant, il ne faudrait pas aussi que cette exigence-là freine aussi notre volonté d'aller vers la construction de notre pays, c'est-à-dire pour solidifier en fait le pays et le prémunir des dangers, parce qu'aujourd'hui notre pays est isolé au niveau international. Nous avons presque des ennemis partout. On ne s'entend avec personne. C'est ça. Et ceci, ça doit changer. Donc, nous devons lutter pour que ça change. Il faut vraiment tenir compte des menaces extérieures, tout en faisant donc avec ce qui se passe aujourd'hui, la politique, en tout cas ce qu'il y a, ce qui existe. Non, la menace extérieure existe. Vous savez, je disais que on n'en a pas que des amis. C'est pour ça d'ailleurs que j'interpelle à chaque fois nos dirigeants. Et la diplomatie, ça se construit. La diplomatie, ce n'est pas un diplomate qui est dans son bureau et qui reste à observer. Et le plus souvent chez nous, c'est beaucoup plus, on dirait des commissariats pour certaines ambassades. Ça doit changer. Il faudrait réunir les Algériens, il faudrait regrouper les Algériens, il faudrait leur donner la chance de se construire, il faudrait défendre les intérêts des Algériens, notamment à l'étranger. Aujourd'hui, les États, il n'y a que les intérêts qui comptent dans les relations internationales. Et nous, l'Algérie, je crois que cette question-là, nous l'avons reléguée au second plan. Il est maintenant nécessaire, il est maintenant important, notamment avec les bouleversements géopolitiques au niveau international, de changer notre vision, de voir les relations internationales. Alors, justement, M. Mazouz, vous avez critiqué, critiqué ces institutions, en tout cas actuelles, et vous les critiquez toujours d'ailleurs. Quel changement vous considérez-vous qu'il serait nécessaire de faire pour restaurer la confiance des Algériens? La confiance ne peut venir que d'institutions légitimes. Et la légitimité vient d'abord par des élections transparentes et crédibles. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à ce stade-là. Nous n'avons pas d'institutions légitimes et nous n'avons pas de suffrage universel qui est respecté. Aujourd'hui, votre voix n'est pas respectée et le plus souvent, l'administration fraude. Fraude en amont et en aval. D'accord. D'abord, on vous empêche de participer à une élection. Et souvent, on vous rejette des dossiers, notamment de vos candidats. Mais aussi, il y a des moyens de coercition qui sont à chaque fois utilisés pour freiner la mobilisation des partis politiques. Et nous-mêmes, nous avons subi énormément, et c'est d'ailleurs des fois que nous disons nous ne pouvons pas aller vers une élection où tout est fermé, les médias sont fermés, on ne vous autorise même pas d'intervenir dans les médias publics. Aujourd'hui, les médias publics sont des propriétés privées du système où la parole de l'Algérien n'est plus demandée, n'est plus écoutée. D'accord. Donc vous appelez à un dialogue national, hein, si je vous suis bien. Quelles conditions, donc dans ces cas-là, quelles conditions doivent être réunies pour qu'on puisse justement avoir ce dialogue et que ce dialogue soit efficace en tout cas? Un dialogue, d'abord, il faudrait qu'il y ait, nous l'avons dit, il faudrait qu'il y ait d'abord des mesures d'apaisement pour donner confiance notamment aux Algériens qui puissent réellement s'organiser et aller de l'avant. Et un dialogue national ne peut pas être établi sur la base
en fait de fermeture des espaces d'expression. Il faudrait libérer les espaces d'expression. Il faudrait libérer les médias publics. Il faudrait que les Algériens puissent s'exprimer à l'intérieur. Mais aussi, il ne faudrait pas que le pouvoir aussi dicte la manière dont sera conduit ce dialogue-là. Il faudrait que ce soit spontané. Non, il faudrait que l'ordre du jour ou bien la feuille de route de ce dialogue-là soit discutée avec toutes les parties prenantes. Sinon, ça ne serait pas crédible. Si on vous impose un ordre du jour et que vous allez là-bas sans pour autant avoir toute la latitude de donner votre avis sur certaines questions, ça c'est un dialogue biaisé d'avance, c'est un dialogue en fait orienté qui ne libère pas la classe politique pour qu'elle puisse donner son avis sur beaucoup de questions. Parce que si nous allons vers un dialogue, il faudrait que ça nous permette de discuter de toutes les questions. Les questions des libertés. Parce que je ne voudrais pas aller là-bas et nous dire il n'y a pas de détenu politique. Comment ça, il n'y a pas de détenu politique? C'est-à-dire, il faudrait que ces forces politiques puissent parler de tout ce qui est social. Tout ce qui est social, justement. Moi, je ne voudrais pas aussi que ce soit seulement les partis politiques. Il faudrait que ce dialogue-là soit ouvert aussi, y compris avec les syndicats aujourd'hui. Les syndicats sont exclus de tout. Aujourd'hui, les syndicalistes ne peuvent plus exprimer leurs revendications dans la rue. Il faudrait autoriser ces syndicalistes-là, ces syndicats, à exprimer aussi leurs revendications. Il faut pas qu'il y ait cette répression-là. Et j'en connais pas mal de syndicalistes qui sont actuellement poursuivis en justice pour avoir manifesté, pour avoir osé leur droit à la grève. Mais alors, qui récupère justement ces doléances, ces demandes, ces souhaits? C'est les partis politiques, les forces politiques existantes, c'est ça? J'ai pas compris votre. Vous dites qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Les syndicats, les associations, les collectifs, il faut que tout le monde puisse faire remonter les informations et leurs demandes. C'est ça. On est d'accord. Moi, je voudrais savoir comment on centralise ça. Qui récupère ces doléances? Qui récupère? Si c'est pas... Il faut qu'il y ait bien une force politique, il faut qu'il y ait un réceptacle. Le réceptacle, le maire des réceptacles, c'est d'abord l'assemblée, une assemblée légitime. D'accord. Qui puisse écouter et donner justement aboutissement à ces revendications-là. Mais aujourd'hui, tant que nous n'avons pas d'institution légitime, tant que nous n'avons pas d'élection transparente, ces revendications-là seront tout le temps entravées par des institutions qui n'ont pas le souci du citoyen. Aujourd'hui, le souci du citoyen, il n'est jamais pris en compte. Aujourd'hui, les Algériens, pour en fait revendiquer certaines questions, ils ont peur de sortir. Mais si sérieusement, on a des élus qui ont une légitimité, une fois à l'Assemblée, il va tout faire pour changer les lois, changer le devenir de la nation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, il faut vraiment être présent dans les bureaucraties. Il faut vraiment être présent dans toutes les institutions, etc. Il faut que pareil, moi je parle pour le RCD, par exemple, aujourd'hui, ce que vous représentez, il faut que le RCD, par exemple, soit dans les institutions pour pouvoir être lui-même le réceptacle de ces gens-là et travailler Nous ferons en compte justement ce que le RCD soit ce réceptacle-là, du moment qu'il a acquis en fait beaucoup en respect, mais aussi il a beaucoup été aux côtés des Algériens, que ce soit durant le Hirak, mais après aussi. Et nous ferons en sorte justement à ce que cette question-là soit sérieusement discutée, comme nous avons l'habitude de le discuter dans les instances du parti. Mais je crois que si nous voulons sérieusement changer les choses, il faudrait aussi penser à aller vers des élections, participer à des élections, parce que l'objectif de tout parti politique, c'est la prise de pouvoir. Et nous voulons prendre le pouvoir. Nous avons les hommes et les femmes qui peuvent changer les choses. Et nous voulons justement contribuer à cet essor-là, mais aussi à ce renforcement-là du pays, des acquis démocratiques, parce que les acquis démocratiques,
il ne peut pas être arraché seulement en discutant comme ça entre nous. Il faudrait aussi aller avoir la capacité, avoir des propositions pour changer les lois. Parce que c'est les lois qui dictent toute démarche, en fait, tout aboutissement de changement dans le pays. Donc, Monsieur Mazouz, le dialogue national, c'est un élément clé pour la continuité. Vous savez, aucun projet, mais aucune solution ne peut être trouvée à la crise profonde que vit notre pays sans dialogue. Il faudrait que les Algériens se parlent entre eux. Aujourd'hui, le pouvoir, en fermant tous les espaces d'expression, en acculant l'opposition, en réprimant les citoyens, soit sûr que ceci va aggraver davantage la crise que nous vivons. Aujourd'hui, il est primordial, il est nécessaire, il est prioritaire d'aller vers un sérieux dialogue. Un dialogue où les Algériens seront associés avec toutes leurs différences. Il faudrait que l'on permette aux Algériens, avec toute leur sensibilité, de s'exprimer, de donner leur avis et de proposer des solutions pour que notre pays soit fort. Alors, Monsieur Mazouz, mis à part les difficultés qu'on peut trouver justement sur le terrain pour ce dialogue national qui peut être freiné par le gouvernement ou par autres, est-ce que vous pensez que justement ces forces politiques aujourd'hui ont la maturité de trouver justement une possibilité de discuter entre eux, de trouver un consensus, d'analyser un petit peu le terrain et d'en faire ressortir quelque chose de positif? Il est possible justement de trouver des solutions, il est possible de trouver des convergences, pour peu que cette classe politique-là soit sérieusement armée de bonne volonté, que cette classe politique-là soit responsable, que cette classe politique-là ne soit pas soumise ou bien malléable et corvéable à merci par le pouvoir en place. Aujourd'hui, il faudrait que cette classe politique-là se dise qu'on doit être responsable parce que le pays, dans notre pays, tout va mal et que tout est à construire. Et cette classe politique-là doit aujourd'hui prendre conscience que les solutions doivent être celles des Algériens qui se sont exprimés massivement pour le rejet de la politique actuelle et qu'il va falloir trouver des solutions en dehors du régime et de ses différents clans. Aujourd'hui, si la classe politique, avec ses différents partis, veut sérieusement que notre pays aille sur de bonnes bases, il faudrait qu'elle s'extrait justement de ces pressions-là qu'elle subit. J'en connais, je sais très bien. Pour la plupart, ils cèdent. Il faudrait qu'ils aient sérieusement le courage de tenir et de prendre en compte rien que les revendications des Algériens. Aujourd'hui, le pouvoir peut venir. Moi, j'invite les différentes franges du pouvoir à venir dialoguer, y compris l'armée. Si elle peut être un interlocuteur, elle est la bienvenue. Parce que nous ne pouvons pas trouver une solution en dehors de toute, en fragilisant nos institutions. Aujourd'hui, l'armée, elle doit être renforcée. Aujourd'hui, l'armée, elle doit être en dehors de l'espace qui est réservé aux partis politiques. Elle ne doit pas, se saisir de questions qui ne sont plus de son ressort. Il n'y a aucun pays qui voudra que son armée soit fragilisée. Il n'y a aucun pays qui voudrait que ses services soient fragilisés. Mais il faudrait que ces services-là et cette armée-là prennent en compte la volonté des Algériens. Aujourd'hui, il est demandé à chacun de respecter la Constitution. C'est le peuple qui doit être qui doit être la source du pouvoir. Il ne faudrait pas que ce soit d'autres centres ou des clans qui doivent décider à la place du peuple algérien. Alors, ce que vous dites aujourd'hui, c'est ça dénote une maturité. Donc le RCD
semble mature, en tout cas pour cette conception des choses, cette vision des choses. Mais est-ce que, alors ma question, je la réitère, est-ce que les autres forces politiques ont cette maturité, cette même maturité pour avancer en fonction justement des obstacles qu'on pourrait trouver. Vous en avez cité par exemple le rattrapage par certaines institutions de l'État qui font que certaines personnes politiques cèdent sur telle et telle faveur. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a des gens capables, alors des forces politiques capables justement d'apporter dans ce paysage politique quelque chose de concret? Ensemble, hein, je veux dire. Moi, je crois que si nous voulons aller vers des solutions, il faudrait que tout le monde soit associé. Moi, je ne voudrais pas que ce soit seulement le RCD qui a raison. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure que vous parlez de maturité des partis politiques. Pour avoir cette maturité-là, il faudrait d'abord être autonome dans ces décisions. Et nous, au sein du RCD, nous avons beaucoup donné justement, et nous avons beaucoup subi pour parvenir à cette autonomie-là de décision. Plus personne ne pourra décider à notre place. Nous avons des instances élues, des instances légitimes qui décident du cours que nous voulons donner à notre orientation politique. Et j'invite justement ces partis politiques-là à écouter leur base. S'ils en ont pour certains, parce que c'est juste des appareils. Et à écouter leur base, et cette base-là doit certainement recueillir ces propositions du quotidien qu'ils vivent. Aujourd'hui, nous sillonnons le pays, de l'est à l'ouest, du sud au nord, pour échanger, parce que nous apprenons énormément dans ces échanges-là. Toutes les rencontres, les débats que nous organisons, nous donnons la parole aux Algériens, et ils donnent leur avis. Pour certains, ils expriment leurs inquiétudes, leurs souffrances. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne pouvons pas nous détacher de ce que vit le peuple algérien. Contrairement à certains qui ont préféré, justement, rester cloîtrés dans leur bureau et dans leur siège. Il faudrait qu'ils sortent. Il faudrait qu'ils aillent vers les Algériens. Il faudrait qu'ils les écoutent. Il faudrait qu'ils s'inspirent de leur souffrance, qu'ils s'inspirent de leur doléance pour qu'on puisse sérieusement solutionner les graves problèmes, la grave crise, la profonde crise que nous vivons aujourd'hui. Alors, Monsieur Mazouz, le RCD prône un État décentralisé. Pouvez-vous détailler justement comment cette décentralisation pourrait améliorer la gouvernance actuelle? Vous savez, nous avons un pays vaste, un pays continent, que tout le monde nous envie. Un pays pareil ne peut pas être gouverné à partir d'Alger. Vous ne pouvez pas dicter à quelqu'un qui est à Tamarasset, à des milliers de kilomètres, la manière avec laquelle il va conduire ses affaires au quotidien. Allez voir juste par rapport à la dernière crise sanitaire qui a eu du côté de Timimoun et autres. Personne ne s'est rendu compte de du drame qu'a connu cette région-là. Aujourd'hui, si nous voulons réellement aller dans la construction d'un pays fort, il faudrait aller vers plus de décentralisation. Et c'est ce que font tous les pays forts, toutes les nations fortes. Au sein du RCD, ça fait maintenant des années que nous avons proposé justement une régionalisation qui tient compte des spécificités régionales. Et ces régions-là, nous disons qu'elles devraient être dotées de parlements délibérants. Elles devraient être dotées de gouvernements régionaux. Et elles devraient être dotées justement de prérogatives larges. Et ces prérogatives-là leur permettront justement d'écouter mieux le citoyen et de solutionner les problèmes qu'ils vivent localement et sur le plan régional de manière efficace. Tout en disant que dans notre programme, effectivement, il y a des ministères de souveraineté qui devraient être en fait centralisés
comme la défense, les affaires étrangères. C'est pour vous dire que c'est de cette manière que nous pouvons être efficaces. Si la révolution algérienne a réussi, c'est parce que c'est organisé aussi en région. Il y avait 6 régions. Et ceux qui ont pensé à cela, c'est parce que ils savaient qu'ils ne peuvent pas faire en fait sortir le colon français en étant centralisé, en étant en fait en décidant seul à partir d'Alger, et que les autres régions ne soient pas dotées de prérogatives, notamment sur le plan opérationnel, pour pouvoir mener la lutte armée. D'accord. Alors justement, dernièrement, que pensez-vous du code, enfin de la réforme justement des codes communaux qui a été proposé par le gouvernement? Je ne vous cache pas, je l'ai pas lu dans en fait dans le détail, mais il y a des articles qui ne devraient pas y être. Des amis m'en ont fait comme ça une lecture brève, et nous allons approfondir justement l'étude de ces deux projets de loi concernant le code communal et le code de wilaya. Et nous allons nous prononcer bientôt. Et d'ailleurs, je vous annonce que nous organisons dans peu de temps une journée dédiée rien qu'au développement local et aux collectivités locales. Et ça va être une occasion justement pour qu'on leur donne la parole à des spécialistes, à des intervenants qui pourront nous éclairer sur le contenu de ces deux projets et de la manière avec laquelle nous comptons en fait contribuer à son amélioration. J'espère que ça va être discuté dans le dialogue national, parce que nous ne pouvons pas parler du sort des collectivités locales et des collectivités locales en écartant les partis politiques en fait de l'enrichissement de ces deux projets-là. Et moi j'invite le gouvernement, le pouvoir, justement à ouvrir le débat sur ces deux avant-projets pour que chaque parti puisse s'exprimer et pour qu'on n'aille pas encore vers des organisations qui vont être un frein au développement. Aujourd'hui, il faudrait aller vers plus de décentralisation. Et ici, ces deux projets-là, en fait, sont dans cette orientation-là. Nous ne pouvons que se féliciter. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est un bon projet ou non, tant que la discussion autour de ces deux projets-là n'a pas eu lieu. Parce qu'aujourd'hui, y compris dans les médias, on n'entend plus personne s'exprimer. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous voulons hâter justement l'organisation de cette journée d'études pour que des spécialistes interviennent, et j'invite justement tous ceux qui veulent couvrir à venir assister et donner leur vision, leur analyse sur ces deux projets. D'accord. Donc il y a pas mal de choses qui ont été mis à l'ordre du jour, hein, comme la lutte contre la bureaucratie dont vous parlez. Il y a eu une réaction de la part du gouvernement qui souhaite faire des efforts pour lutter contre cette bureaucratie dont vous parliez tout à l'heure. Alors, selon vous, comment on pourrait lutter contre une bureaucratie aussi Vous savez, on ne peut pas lutter contre la bureaucratie quand on a une justice soumise, une justice partielle. La meilleure manière d'aller vers d'aller vers des systèmes qui peuvent fonctionner, des systèmes qui respectent le choix du peuple, des administrations qui respectent la réglementation. Il faudrait qu'on ait d'abord une justice. Et nous, en Algérie, on n'a pas encore un système judiciaire qui tienne compte de tout cela. Dans tous les pays du monde, si l'économie marche, si l'administration marche, s'il y a moins de bureaucratie, c'est parce que vous pouvez aller et dire que ceci ne va pas, ou ceci est une atteinte à ma liberté. Aujourd'hui, on ne peut pas aller vers
moins de bureaucratie, tant que la justice n'intervient pas de manière juste. D'accord. Donc on peut pas améliorer le quotidien des Algériens si on n'améliore pas déjà en amont les institutions. Effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que le RCD, juste pour un rappel, du temps de Bouteflika, nous avons dit qu'il est impérieux d'aller vers la réforme notamment de la justice, de l'éducation, de l'administration. Et c'était ça qui a amené le RCD à la participation au gouvernement. C'est vrai que ça n'a pas été respecté, et c'est encore pire aujourd'hui. Et ceci doit interpeller les autorités sur justement cette remise en cause de ces projets-là. C'est pour ça que je ne fais pas confiance, moi. On nous dit maintenant que ces deux projets vont aller vers moins de bureaucratie. Mais attendons pour voir. Parce que tout simplement, lorsque la justice elle est encore entre leurs mains, et qu'ils peuvent manœuvrer à tout moment, et puis qu'ils peuvent l'instrumentaliser à tout moment, eh ben, rien n'ira. Ou, par exemple, si vous êtes victime de bureaucratie, où allez se plaindre? C'est devant les juges. Et si ces juges-là n'écoutent que, en fait, ils sont ceux ils sont toujours soumis à l'appareil. Comment alors changer les choses? Il faudrait qu'il y ait sérieusement une réelle volonté d'aller vers ces changements-là, et ces changements-là ne peuvent pas parvenir, comme je le dis, sans une justice impartiale, sans une justice libre et indépendante. Tout le problème du pays réside dans la justice. Si on n'arrive pas à solutionner, d'ailleurs, allez voir dans tous les pays du monde, la justice est un pilier fondamental. Mais d'accord. Mais alors, qu'est-ce que propose le RCD? J'entends ce que vous dites, mais bon, si on se place en tant que simple citoyen, hein, je veux dire, on attend. Est-ce que le citoyen, lui, il est dans l'attente d'une force politique, par exemple, comme le RCD, d'actes concrets, de choses concrètes qui pourraient justement changer Je l'ai dit tout à l'heure, les élections transparentes peuvent aider à l'amélioration, en fait, à la concrétisation de ce que nous disons depuis tout à l'heure. Des députés, en fait, forts d'une légitimité dans les institutions, dans le Parlement, peuvent changer l'ordre des choses. D'accord. C'est rien que ça. Donc, vous vous inscrivez dans la continuité des choses jusqu'à un changement au niveau d'une élection transparente et un positionnement, alors dans votre cas le RCD, au sein des institutions pour pouvoir améliorer justement ce quotidien. Alors, c'est pas d'actualité, on n'est pas encore on est dans ce processus, mais aujourd'hui... Vous savez, y compris dans les pays qui ont connu des révolutions populaires qui ont abouti à un changement. Si vous n'avez pas d'institution légitime, ça va foirer. Ça va être en fait un retour en arrière. Maintenant, allez voir par exemple ce qui se passe actuellement en Syrie. Si ce pouvoir-là ne va pas vers l'organisation d'élections crédibles, il n'aura plus le soutien du peuple. Ce changement-là ne sera qu'éphémère. Et que le peuple syrien va certainement arriver à revenir jusqu'à revendiquer un changement. Mais si le peuple syrien est associé à la décision, je suis certain que des changements peuvent apparaître. En fait, je ne peux pas m'avancer trop sur ce nouveau pouvoir parce que on n'a pas trop dit en fait d'informations sur la manière avec laquelle sont gérées les choses, mais le régime de Bachar al-Assad a ruiné le pays. Le Bachar al-Assad est derrière justement les problèmes que vit le pays. Le Bachar al-Assad a hérité d'un système dictatorial qui a fait en sorte que plus personne ne le croit. Il a perdu
le soutien du peuple. Et maintenant, c'est les forces étrangères qui sont en train de manœuvrer dans un État dit libre. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de cette intervention internationale? Moi, je suis contre des interventions internationales. Parce que tout simplement, en fait, les puissances étrangères ne sont là que pour leurs propres intérêts. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois je dis que l'Algérie est sérieusement minée. L'Algérie a de sérieux adversaires. Que ce soit à ses frontières, que ce soit en dehors de ses frontières, et qu'il faudrait faire tout pour avoir le peuple de son côté. Et avoir le peuple de son côté, c'est d'abord aller vers des institutions légitimes, aller vers une véritable démocratie. Tebboune avait parlé de démocratie, de véritable démocratie. Il a reconnu de lui-même qu'on ne vit pas dans une démocratie. Et qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers une véritable démocratie? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le peuple qui peut sauver le pays. Alors, qu'est-ce qui l'en empêche? Je vous pose la question. Le peuple, qu'est-ce qui l'en empêche? C'est cette réflexion-là. Qu'est-ce qui empêche Abdelmadjid Tebboune de changer cette situation? Eh ben, vous savez, on a un système qui est, en fait, qui est trop fermé. Un système géré par l'équilibre clanique. Nous avons un système aussi dont le seul souci est la préservation de la rente, des intérêts claniques. Nous avons un système qui n'a pas le souci des revendications citoyennes, et ce système-là, il doit être sérieusement, je dis bien sérieusement, changé. Le mode de fonctionnement de notre pays doit connaître un sérieux bouleversement pour que la parole redevienne sérieusement au peuple algérien. Aujourd'hui, si cette crise-là s'amplifie, c'est parce que le pouvoir a fermé tous les espaces. Le pouvoir est en train de décider en vase clos. Nous avons un collège au sommet qui prend des décisions à la place de ceux qui devraient normalement prendre les destinées de ce pays-là. Beaucoup parlent de transition. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, en fait, y compris le pouvoir, il parle des fois de transition. Il parle de transition énergétique, il parle de transition. Alors moi, je reformule ma question. Non, mais il ne parle jamais de transition politique. Pour lui, la transition. Mais pourquoi ne pas parler de transition politique? Parce que nous venons d'un système fermé, d'un système dictatorial, qu'il va falloir aller vers une transition, vers un autre système démocratique, vers un autre système qui s'appuie sur la légitimité populaire, vers un autre système qui donnera la parole au peuple algérien. Et la transition, elle est importante. Et dans notre programme, nous ne cessons justement de revendiquer cette transition-là. Mais il faudrait que ce soit une transition, que je dirais, apaisée. Il faudrait pas que ce soit une transition dans dans l'adversité, une transition qui va davantage pénaliser le peuple. Pénaliser le peuple et qui va davantage rendre la crise encore plus délicate et plus difficile. D'accord. Donc une transition réfléchie, intelligente et une transition pacifique. Pacifique où les partis politiques, les Algériens auront à être associés à leur destin. C'est souhaitable, mais est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Je crois que c'est possible. Avec tous les bouleversements au niveau international, avec tous les bouleversements géopolitiques dans le monde, il est nécessaire et il est impératif d'aller vers cette transition-là. Il faudrait pas que ça fasse peur au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous parlez de transition, le pouvoir, en fait, vous dit qu'il est hors de question.
d'aller vers cette transition-là. C'est pour ça que vous appelez d'ailleurs au dialogue national. Un dialogue national peut servir à cette transition-là. Parce que nous sommes dans un système fermé, où les partis politiques sont ignorés, où la classe politique est rejetée et vilipendée. Et si nous allons vers un dialogue, certainement ça va aboutir à une transition, au moins dans la pratique politique, dans la manière dont seront gérées les affaires du pays. Tout ceci est une transition. Nous pouvons parler de plusieurs transitions. Alors, Monsieur Mazouz, on a parlé de la Syrie, donc au niveau international. J'aimerais avoir quand même votre point de vue concernant justement la crise humanitaire à Gaza, en Palestine. Effectivement, c'est très dramatique ce que vivent les citoyens de Gaza. Et nous avons déjà eu à s'exprimer à plusieurs reprises sur cette question-là. Et nous avons demandé est-ce qu'il y ait un réel soutien à la cause palestinienne. Et si la cause palestinienne aujourd'hui connaît ce qu'elle connaît aujourd'hui comme drame, comme famine, comme autre chose, c'est d'abord, moi je le dis, je l'ai tout le temps dit, c'est d'abord à cause des pays arabes voisins. Alors justement, je vous ai entendu, j'ai écouté votre meeting, je vous ai entendu dire ça, non, mais est-ce que vous pouvez développer? C'est la faute des pays arabes voisins, c'est-à-dire? Eh ben, vous savez, d'abord la cause palestinienne est une cause noble, c'est une cause en fait qui demande la souveraineté du peuple palestinien, qui demande aussi l'indépendance de ces territoires-là. Aujourd'hui, la crise que nous vivons à Gaza est une crise beaucoup plus créée, mais aussi gérée et aussi alimentée par les différentes factions, notamment dans le périmètre du Proche-Orient. Et si ces pays-là ne contribuent pas à solutionner cette crise, ça va encore durer. Ça va encore durer parce que ces pays-là ne voient pas la cause palestinienne comme étant une cause d'indépendance, une cause qui mérite le soutien de tous les peuples. Et si les Palestiniens veulent sérieusement aller vers cet objectif-là, il faudrait que leur cause ne soit pas une cause arabe. Il faudrait que ce soit une cause mondiale. Une cause qui demande à ce que tous les pays du monde. Je vois, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, en France et ailleurs, les peuples qui se mobilisent. Or, qu'en est-il de chez nous? Qu'en est-il des pays arabes? Est-ce qu'ils se sont mobilisés? Est-ce qu'ils étaient aux côtés des Palestiniens? Vous savez, ils n'arrivent même pas à ouvrir les frontières pour aider, pour que les humanitaires y accèdent et aident les populations gazaouies. Alors, il a été dit pour l'Algérie, en tout cas, hein, par exemple, que ces rassemblements ont été interdits. Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. Vous savez, en Algérie, ils ont essayé justement d'aller vers des rassemblements. Le seul rassemblement qui a eu lieu, il a été dicté de la présidence. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que la société s'organise d'elle-même pour aller aider. Et je me souviens, ils avaient réuni certains partis politiques en cachette pour leur dire qu'il faut se mobiliser pour tel jour. Et nous avons été approchés par d'autres partis politiques. Nous leur avons dit clairement que si vous voulez que ces manifestations réussissent, il faudrait que nous soyons à l'origine. Il faudrait pas que cette action-là ne soit dictée de l'extérieur. Nous sommes des partis politiques autonomes. Eh bien, allons-y et faisons en sorte à ce que le peuple algérien se mobilise en faveur de la cause palestinienne. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça n'aboutit pas. Pour eux, toute organisation qui leur échappe ne doit pas connaître d'aboutissement.
et au RCD pour les convictions qui sont les nôtres. Nous ne voudrions jamais à ce que une action en faveur de Gaza ou bien une action en faveur de la libération des territoires palestiniens soit celle qui viendra de milieux qui vont faire dans l'instrumentalisation de la cause. D'accord. Donc je suppose que en tout cas beaucoup de personnes ont critiqué, beaucoup de partis politiques ont critiqué l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de la Palestine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Notamment au niveau de l'ONU, en disant que c'était pas le rôle de l'Algérie d'intervenir pour réclamer. Non, c'est bien que l'Algérie le fasse. C'est bien que l'Algérie le fasse, mais dans ce genre de situation, vous savez, tout est question de rapport de force. Mais l'Algérie, elle est isolée au plan international. Il faudrait pas qu'on se voile la face. Elle est sérieusement isolée et elle ne peut pas dicter la marche à suivre, notamment par rapport à la question palestinienne. Aujourd'hui, vous savez, même si l'Algérie offre de la voix comme ça, hausse la voix sur cette question-là, mais sur le terrain, les décisions se prennent ailleurs. Les rapports de force sont en d'autres faveurs, en faveur des autres puissances. J'ai eu à discuter avec pas mal de diplomates qui le disent clairement, que, en fait, y compris dans les rapports qui sont établis, on va jusqu'à éliminer l'apport de l'Algérie dans toute cette question-là. C'est vrai que nous avons eu des chaînes télé internes qui font à chaque fois dans l'excès, mais sur le terrain, et aller vérifier les rapports qui sont rédigés, qui sont mis en ligne, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement tout est fait pour que la voix de l'Algérie ne soit plus audible et écoutée. D'accord. Au niveau de la population algérienne, beaucoup ont critiqué les fonds qui ont été donnés, que c'était pas justifié, qu'on aurait pu utiliser ces certaines sommes qui ont été données par l'Algérie pour autre chose à l'intérieur de chez nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, la cause palestinienne mérite soutien, mérite y compris les fonds qui sont distribués, pour peu que ces fonds-là soient sérieusement destinés au peuple palestinien. Nous connaissons très bien ce que l'administration de l'OLP fait de ces fonds-là. Je crois qu'il serait intéressant à ce que ces fonds-là connaissent sérieusement une sérieuse vérification de leur destination. À quoi c'est destiné? Est-ce que sérieusement c'est pour les Palestiniens, c'est pour le peuple palestinien qui souffre notamment à Gaza? Mais sinon, je crois, y compris la révolution algérienne a été dans le temps aussi à bénéficier d'apports étrangers, parce que c'était une noble cause, parce que c'est une cause d'indépendance nationale. D'accord. Et que nous avons été aidés. Nous ne devons pas aussi nous nier ni refuser aussi d'aider les peuples qui veulent leur autodétermination, mais aussi les peuples qui veulent leur indépendance. Monsieur Mazouz, vous pensez que l'élection de Trump va changer quelque chose au Proche-Orient? C'est certain. C'est certain, ça va changer, ça va sérieusement bouleverser l'ordre mondial. Dans quel sens? Moi, je suis convaincu. D'abord, vous savez, sur le plan économique d'abord. Vous savez, l'arrivée de Trump va tout faire pour que le gaz et le pétrole de schiste que la machine soit encore mise en route, c'est-à-dire que la production redémarre. Et ceci va certainement influer sur, y compris l'économie algérienne, parce que ça va être la baisse des cours du baril à l'international, et le trésor public algérien va certainement souffrir, et ça va peser notamment sur nous, y compris sur d'autres pays, mais aussi avec Trump. Il va certainement aller dans le sens où il regardera rien que ses intérêts, les intérêts des États-Unis, mais aussi les intérêts des puissances qui sont avec eux, qui sont en fait
proche de leur vision. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle n'est pas au diapason avec tous ces bouleversements. Nous avons raté, je dirais, au minimum les 5 dernières années, nous avons raté une occasion de se positionner solidement, mais aussi efficacement dans cet espace-là, en améliorant nos relations internationales avec beaucoup de pays. Nous avons beaucoup d'intérêts qu'il faudrait préserver. D'abord, nous sommes proches, nous avons les pays nord-africains avec lesquels nous pouvons construire beaucoup de choses. Mais aussi, il faudrait que nous regardions nos voisins immédiats. Nos voisins immédiats, c'est l'Europe du Sud, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est tous ces pays-là avec lesquels nous avons beaucoup d'intérêt à sauvegarder. Et lorsqu'on voit maintenant, par exemple, notre diaspora, qui est à 5 millions, à 5 ou 6 millions maintenant, et qu'on ne regarde pas ses intérêts. Pour sauvegarder l'intérêt, par exemple, de notre forte diaspora ici en France, il faudrait avoir des relations apaisées. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ces relations? Aujourd'hui, elles sont en berne. Quelle est notre position? Que faudrait-il faire d'après le RCD? Nous n'avons aucun intérêt à ce que les relations entre la France et l'Algérie s'exacerbent. C'est vrai, nous avons connu un passé lointain, douloureux, mais après l'indépendance, on n'a pas intérêt à entretenir cette hostilité-là, à entretenir des crises cycliques avec la France. On gagnerait beaucoup plus à négocier, à regarder nos intérêts en tant qu'État, en tant qu'Algérie. Et nous en avons énormément d'intérêts à sauvegarder, que ce soit avec les pays européens ou avec les pays nord-africains. Aujourd'hui, comme je vois ces relations-là de plus en plus, en fait, se dégrader, ça pourrait que, en fait, porter atteinte prioritairement à la stabilité de notre pays, mais aussi à la stabilité, en fait, de notre voisinage. Oui, mais alors comment on peut faire si... Alors les relations sont exacerbées, certes, mais il y a certains coups bas qui ont été faits vis-à-vis de l'Algérie, si ils sont justifiés en tout cas. Comment on peut réagir? Comment l'Algérie peut réagir par rapport à ça? En fait, tous ces coups bas-là, il faudrait des coups bas de part et d'autre aussi. Hein. Et il faudrait aussi avoir le courage de dire que les coups bas, ils sont des fois du côté algérien, des fois du côté français. Mais maintenant, avec l'arrivée de la droite et de l'extrême droite, ça va davantage en fait s'accélérer, ça va davantage en fait s'aggraver. Et l'Algérie, en fait, avec toutes les propositions qui sont faites avant, avec tous les efforts de rapprochement entre les deux pays, on avait raté une chance, on avait raté des chances d'améliorer les relations. Et là, je ne parle pas seulement de la France. On pouvait améliorer nos relations avec beaucoup de pays. La crise que nous avons vécue avec l'Espagne, c'est incroyable. Ces États-là, ils sont indépendants, ils sont souverains. Ils cherchent leurs intérêts. Ils ont le droit de défendre leurs propres intérêts. Nous aussi, nous devons nous atteler à défendre nos propres intérêts. Nous ne devons pas, en fait, se chamailler ou bien voir nos relations se dégrader à cause d'une position de tel ou tel pays. C'est comme si l'Algérie maintenant arrive à avoir une position quelconque et qu'un autre pays vienne lui dire non. C'est parce que tu as de bonnes relations, tu as cette position, je coupe les relations bilatérales. Je coupe les relations diplomatiques. Non, on n'agit pas ainsi en diplomatie. La diplomatie, d'abord, c'est toujours la recherche de tes intérêts avant tout. Moi, je ne veux pas avoir de relations qui seront dégradées avec n'importe quel pays, sauf si cas, c'est-à-dire d'extrême gravité. Alors, je comprends, j'entends ce que vous dites sur l'Espagne. Hein,
C'est un fait qui a été avéré. Aujourd'hui, les relations sont meilleures, en tous les cas. Mais si on revient à la France, on parle quand même de terrorisme. Parce que c'est quand même quelque chose. Alors, je dis bien si elles sont justifiées. Je mesure mes mots. Je ne suis pas, en tout cas, compétent pour savoir si oui ou non ça l'est, mais c'est aujourd'hui quelque chose que la France n'est pas revenue dessus, en tout cas. Cette question du terrorisme-là méritait sérieusement d'être éclaircie, parce que connaissant très bien. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas compétent pour ce genre de questions-là ne devrait pas connaître, ne devrait pas être prise au sérieux, sauf si sérieusement on a une presse indépendante, mais aussi des institutions qui ne sont pas là à chaque fois à intervenir de manière maladroite sur certaines questions. On pouvait tous être accusés de terrorisme. Ils ont fini par accuser des personnes de terrorisme parce qu'ils n'avaient rien de terroristes. Moi, j'ai connu la lutte antiterroriste. J'ai été appelé comme appelé au service militaire et j'ai connu ce qu'est le terrorisme. Et j'ai vécu les années 90 à Alger. Je sais ce qu'est le terrorisme. Aujourd'hui, vous n'allez pas venir comme ça, à partir de rien, m'inventer des actes terroristes. Vous pouvez soupçonner. Et ça, c'est l'affaire, c'est l'affaire aussi de services de sécurité qui doivent être en fait efficaces. Ici, sérieusement, c'est sérieux. Nos services ont empêché la commission de commettre des actes terroristes. Eh ben, tant mieux. Pour peu que nos services soient efficaces et que ceux-ci, en fait, participent à la sauvegarde du pays et de ses frontières. D'accord. Alors, Monsieur Mazous, cette interview touche à sa fin. Je voudrais quand même vous poser une question sur l'avenir du RCD. Quelle est votre vision, justement, pour l'Algérie dans les 5 prochaines années, si le RCD arrivait à réaliser ses objectifs politiques? D'abord, aujourd'hui, le RCD est beaucoup plus dans la résistance face d'abord un système qui fait tout pour qu'il nous efface de cet espace dans lequel nous évoluons. Pour le proche avenir, nous comptons redoubler d'activités, d'actions en faveur d'abord des Algériens, parce qu'un parti politique devrait prioritairement penser à l'amélioration du quotidien des Algériens. Et j'espère qu'à travers cet objectif-là, nous pouvons, si des élections crédibles et honnêtes sont organisées et que le RCD ait le soutien du parti du peuple algérien, il pourra certainement lutter à l'intérieur des institutions pour changer l'ordre des choses et qu'à l'avenir, nous avons un collectif militant solide, déterminé, qui fait face à la terreur, qui fait face à la peur, qui fait face aussi aux différentes pressions. Nous ferons en sorte à ce que l'on consolide d'abord le parti en interne et faire en sorte à ce que les Algériens puissent nous suivre et puissent en fait être à nos côtés pour qu'on change l'ordre des choses, parce que sans la conviction, sans notre acharnement, sans notre détermination, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et je sais pertinemment, vous allez me dire que vous êtes trop optimiste, mais je dirais que il ne reste pas beaucoup de temps pour que l'Algérien puisse aboutir à ses objectifs, celle de vivre dans un état de droit, celle de vivre dignement, celle de vivre en toute liberté. Et je suis confiant et je les appelle justement à participer de manière pacifique
de manière ordonnée. Il faut oser, de manière osée aussi, à cet objectif que nous traçons pour notre pays. Et j'inviterai aussi la classe politique à plus de responsabilité, à plus de détermination, et aussi à sortir de la soumission qu'on leur a imposée. Monsieur Mazouz, pour le mot de la fin, que diriez-vous à la diaspora que vous êtes venu visiter aujourd'hui, en tout cas ces derniers temps? Je tiens d'abord à rendre un grand hommage à notre diaspora pour avoir organisé d'abord ce meeting-là, où j'ai écouté pas mal de citoyens venus du pays, ici, pas mal d'organisations et pas mal d'amis. Je dirais que nous avons tout à gagner en renforçant notre diaspora. Nous avons tout à gagner à ce que notre diaspora soit respectée, notre diaspora soit aussi solide. Donc, nous aurons tout à gagner aussi à ce que notre diaspora vive sa liberté, vive en toute liberté. Et cette liberté aussi de voyager, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce que sans cela, notre diaspora sera tout le temps soumise à des pressions au moment où les autres nations font tout pour que leur diaspora vit dans l'apaisement, vit dans l'intégration. Et d'ailleurs, par rapport à cette intégration-là, j'invite moi, notre diaspora, à faire davantage pour s'intégrer. Parce que nous avons une diaspora qui réussit sur le plan économique, sur le plan culturel, mais aussi sur le plan politique. Il faudrait que nous renforcions notre diaspora. C'est un atout important. Un atout d'abord pour notre immigration, mais aussi à notre pays. Est-ce que vous pensez que le RCD a visé juste par rapport à la diaspora? Puis vous avez fait quand même, pendant le meeting de salle comble, beaucoup de gens sont venus vous voir, des retours très positifs. Moi, je suis très content de cette sortie-là. Nous sommes très, très contents aussi de cette présence, mais aussi, je suis très content des messages qui sont délivrés à l'intérieur. J'ai eu à écouter pas mal d'intervenants, en fait, donner leur vision de la diaspora, mais aussi donner, envoyer un message d'union, un message d'espoir aussi. Et ce message-là, il est capté sérieusement, y compris à l'intérieur de notre pays. Pas seulement ici, au sein de notre diaspora. Et c'est ce qui me fait, c'est ce qui me réjouit beaucoup, parce que la sortie du 21 décembre, à travers les échos que j'ai eus partout, va certainement servir de déclic pour la construction d'une Algérie forte et d'une Algérie où les droits et les libertés seront respectés. Monsieur Atman Mazouz, merci d'avoir répondu à nos questions sur MedTV. J'espère vous revoir bientôt sur notre plateau pour une nouvelle émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission sur ce plateau. Merci, à bientôt, bonne soirée, au revoir.